Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Jason Paré, je suis très heureux de vous présenter un nouvel épisode de L'Étrange Programme, votre magazine consacré à la culture de l'étrange et de l'insolite. Au programme cette semaine, nous recevons le réalisateur Simon Lacroix qui vient nous parler de la figure du lutteur dans la fiction. En chronique, Alexandre Duguay nous fait écouter de la musique qui nous cache des choses. Et Isabelle Grondin nous fait découvrir le nanar, le manoir de la terreur. Mais pour débuter, voici les étranges en bref. Inde. L'homme le plus vieux du monde, mais également celui qui a vécu le plus longtemps, vient d'être découvert en Inde. En effet, un homme affirme être né en 1835. Il aurait donc 179 ans. Ayant survécu à ses petits-enfants, l'homme croit que la mort l'a oublié et a perdu tout espoir de mourir un jour. Mais bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Japon. Des chercheurs ont découvert une bactérie mangeuse de plastique. Celle-ci s'attaquerait plus précisément au plastique qu'on utilise pour les bouteilles, comme les bouteilles d'eau. Grâce à l'ingéniosité de la nature, cette bactérie a évolué pour créer deux enzymes capables de décomposer ce type de plastique. C'est beau, la débrouillardise! Europe de l'Est. Selon une photo circulant sur le web, une femme se serait retrouvée à l'hôpital après avoir confondu de la mousse isolante avec sa mousse à cheveux. Fréquemment utilisée en construction, cette mousse serait très difficile à nettoyer une fois séchée. Peut-être qu'elle avait la tête fêlée. États-Unis. Un plongeur a survécu après avoir été aspiré par un tuyau d'une centrale nucléaire. Accompagné d'un ami, le plongeur dit s'être approché du tuyau par curiosité et affirme n'avoir vu aucun avertissement sur les lieux. Heureusement, l'homme a été recraché dans un bassin de la centrale où un travailleur a pu le récupérer. Aucun super-pouvoir n'a été observé jusqu'à maintenant chez le plongeur. Québec. Un professeur de l'Université McGill et son fils auraient mis au point un processeur qui utilise une alimentation biologique. Ce prototype, totalement inédit, pourrait être intégré à un bioordinateur, c'est-à-dire un calculateur qui carbure aux protéines et qui est beaucoup plus performant que les ordinateurs actuels. Donc bientôt, on ne dira plus que son ordinateur est en panne, mais plutôt qu'il est malade. Angleterre. Une incroyable photo d'un rat de plus d'1 mètre circule sur la toile depuis quelques jours. Le rongeur a été trouvé, heureusement déjà mort, par un londonien sur une aire de jeu. Une chance que c'était pas à New York, sinon j'aurais cru que c'était Splinter, le maître des Ninja Turtles. Go Ninja, go Ninja, go! Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre l'Étrange Programme sur Twitter ou sur tcftv.ca. Nous recevons maintenant Alexandre Duguay qui vient nous parler de Easter eggs. Tu nous fais un spécial Pâques? Ben oui, moi je suis déjà dans l'esprit de Pâques, où je serai d'avance ou en retard selon la date de diffusion. Oui, c'est ça. Donc la chasse au coco de Pâques, les Easter eggs. Mais là, dans la musique, hein? On le dans la musique, oui. Dans la musique, bon, donc c'est pas un truc qui se passe à Laval puis tout le monde se bouscule. Non, j'évite ça. Je voudrais pas y laisser ma peau de toute façon, c'est ça. au cocoton. Mais explique-nous ce que c'est ça, parce que moi je sais pas. Ben en fait, un Easter egg, c'est un truc qui est caché. Souvent, ça vient de l'informatique ou des jeux vidéo. Okay. C'est des éléments qui sont cachés dans les jeux ou dans les trucs informatiques, ou même dans les menus DVD, il y avait des éléments. Si avec la télécommande, on pouvait trouver des parties cachées qui amenaient à des bonus. Dans la musique, on va penser souvent aux pistes cachées à la fin d'un disque, ou en tout cas, des fois, ou même au début. Bon, il y a des trucs comme ça. On pourrait penser aussi, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais sur ce qu'on appelle le backmasking, les messages inversés ou les messages à l'envers. En faisant tourner un disque, il y avait des messages.
pouvait penser à des messages subliminaux, des messages sataniques. Oui. Certains l'ont fait volontairement, donc ils enregistraient déjà leur message puis le refaisaient jouer à l'envers, donc pour avoir le message qu'on le fait jouer à l'envers. Il y a eu une chasse aux sorcières là, contre les groupes rock heavy metal dans les années 80, où est-ce qu'on accusait à peu près tous les groupes d'avoir des messages subliminaux, alors que les groupes s'affichaient déjà avec de l'imagerie satanique pour provoquer ou pour attirer l'attention. C'était pas caché au bout de la ligne. C'était pas vraiment caché. D'ailleurs, moi, j'ai un disque, livre disque de Disney, Pierre et le loup, que j'avais fait jouer à l'envers, puis ça disait « Roger va te tuer ». Fait qu'on peut entendre pas mal ce qu'on veut, tu sais, avec ça. J'avoue, être tué par un Roger, en plus, c'est assez menaçant. C'est assez effrayant. Mais c'est ça, il y a le groupe Motorhead sur l'album 1916, sur une pièce qui s'appelle Nightmare de Dreamtime, qui avait laissé un message à l'envers, comme ça, donc quand on le fait jouer à l'envers, puis c'était un pied de nez, c'était un message qui s'adressait justement à ce groupe-là américain là, qui faisait la chasse aux sorcières. On se moquait de ces parents-là. Exactement, en leur disant qu'ils perdaient leur temps, puis ça servait à rien. Donc, si vous voulez écouter la pièce, ça se trouve sur YouTube facilement. Mais c'est pas ça que tu voulais nous parler. Non, là, on va dans des trucs un petit peu plus ingénieux, même geek, assez insolites aussi. On a une émission geek. Alors, donc, le premier coco de Pâques ou Easter egg que je vais intituler le Do It Yourself, donc le DIY, avec le groupe Tool sur leur dernier album. En français, fais-le toi-même. Fais-le toi-même, c'est ça. Tool sur leur dernier album, 10,000 Days. En fait, on peut reprendre 3 des pièces, puis si on les met ensemble, ça en fait comme une nouvelle. Donc, on peut juste les mettre un bout une par-dessus l'autre. Il faut vraiment les intégrer, un assemblage. Donc, et ça donne une nouvelle pièce. Donc, il y a le titre, la pièce titre, 10,000 Days, qui fait 11 minutes 13. Si on prend un autre titre qui s'appelle Virginie 13, qui fait 5 minutes 2, et Wings for Mary, qui fait 6 minutes 11, on calcule, ça fait le 11 minutes 13, on les superpose, et ça sonne bien? Oui, ça sonne bien. Le groupe n'a jamais confirmé ou infirmé la chose, mais ça se peut pas que ce soit le fruit du hasard, parce que quand on entend le résultat, vraiment... Mais là, pour quelqu'un s'en rendre compte puis décide d'assembler les 3 tunes ensemble... il y a quelqu'un qui a peut-être pensé en voyant que les temps pouvaient concorder, puis c'est essayé. D'ailleurs, le dernier 6 minutes 11 qui va sur le 11 minutes 13 fonctionne même avec la voix qui s'enchaîne. Il y a les 2 pièces, des trucs, puis ça s'enchaîne vraiment un après l'autre. Là. Je veux dire, ça peut pas être juste le fruit du hasard, donc c'est assez quand même ingénieux de leur part. Ben oui. L'autre que tu voulais nous parler? Alors, Jimi Hendrix, bien connu, avec le mythique album Are You Experienced? Ouais. Il y a une pièce instrumentale qui s'appelle, sur l'album, qui s'appelle Third... j'ai Third Rock, mais c'est la série télévisée. C'est Third Stone from the Sun. Donc, quand on écoute cette pièce-là, qui est instrumentale, on entend quand même des trucs, des effets sonores vraiment particuliers, comme des trucs vraiment au ralenti, comme ça. Si on le fait jouer à la vitesse 45 tours minute, on se rend compte qu'il y a une conversation d'extraterrestres qui s'apprête à arriver sur Terre. Donc, il y a un échange entre des extraterrestres, évidemment. On sait bien que c'est Jimi Hendrix avec je sais pas qui fait les voix. Mais on fait une espèce de petite mise en scène. Donc, si vous avez le vinyle puis qu'à la maison, vous avez une table tournante, faites-le jouer, vous allez entendre la conversation des extraterrestres. C'est un truc assez intéressant. Puis, on peut retrouver ça aussi sur YouTube, où il y a une version encore plus rapide, où on entend encore plus clairement. Parce que quand on le fait jouer même aux 45 tours minute, on a... C'est pas aussi clair. C'est pas aussi clair, mais l'effet est encore plus intéressant, je dirais, parce qu'il y a vraiment un effet au niveau de la voix. Il t'en reste 2 autres. Oui, FX Twins et les apparitions. FX Twins, c'est un DJ qui s'appelle Richard D. James, qui avait sorti un single qui s'appelle Window Liquor. Donc, la deuxième pièce, c'est une espèce de formule incompréhensible, le titre. Là. Donc, ça s'appelle Equation. Quand on passe cette pièce-là dans un spectrogramme, dans un logiciel audio, on va voir un registre de fréquences qui fait comme des formes de couleurs. Et ça, un spectrogramme, on voit ça des fois dans les films, là, justement, ils sont en train d'écouter un truc audio, puis on voit plein de lignes passer. Oui, mais là, c'est plus en termes de couleurs, avec des effets jaunes, rouges, verts. Là, donc, et à la fin, il y a le visage du DJ qui apparaît comme un spectre. Ça peut être un petit peu inquiétant. Mais il faut quand même encore là se donner la misère d'aller chercher ça. Là. C'est pas facile à trouver. C'est pas facile à trouver, mais il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Ça existe. Et le dernier, un groupe qui s'appelle Information Society, qui venait de la vague du mouvement New Wave des années 80, qui a eu un succès qui s'appelait, le titre m'échappe, What's on Your Mind, Pure Energy, qui citait, qui avait un échantillon de Leonard Nimoy, Spock, Star Trek. Bref, c'était leur seul hit, mais plus tard, ils ont fait un album en 1992 avec une pièce qui s'appelle 300 BPS N81 et entre parenthèses Terminal Mode or ESCII Download, donc un truc de modem et de connexion d'ordinateur.
On prend cette pièce-là qui est un bruit de modem, on connecte ça avec le récepteur, on fait jouer la pièce à travers le récepteur téléphonique et ça fait un message encodé qui racontait une histoire d'extorsion que le groupe avait été enlevé par le gouvernement brésilien qui demandait de l'argent, tout ça. Fait que donc c'est très, très, très geek, mais c'est quand même insolite puis c'est quand même ingénieux ce qu'on peut faire avec la musique. Ah, ben c'est très intéressant. On partagera ça sur nos réseaux sociaux pour que les gens puissent écouter ces différents... Oui, les voir par vous-même aussi. Ben oui, c'est ça. Oui. Ben, un gros merci, Alex. Ça me fait plaisir. Tu restes avec nous. Tout à parce fait. qu'on reçoit dans un instant Simon Lacroix qui vient nous parler de la figure du lutteur dans la fiction. Salut Simon! Salut, ça va? Salut, ça va? J'ai amené de la lecture avec moi. Parfait! Bon, ben, un gros merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, ça me fait plaisir. Pour parler de lutte, je suis toujours là. Ben oui, ça, ben, tu sais, j'aurais pu t'inviter pour parler de tes courts-métrages. J'aurais pu t'inviter pour parler de Total Crap, mais non, effectivement, on t'a invité pour parler de lutte. Tu es écrit pour lutte.québec, entre autres. Exactement. Je partage une de mes passions dans la vie, donc la lutte. Sur lutte.québec, je parle surtout de BD, mais je m'intéresse aussi au cinéma qui met en vedette, autant des lutteurs qui met aussi en vedette le domaine de la lutte. Et même la littérature, tu me disais que tu avais un livre dans... Oui, j'ai amené un roman, même québécois, qui se passe dans le domaine de la lutte. Parfait. Donc, je peux commencer par le cinéma. En fait, il y a une chronique sur le site lutte.québec, mais qui n'est pas faite par moi, qui est faite par Mathieu Lavigne, qui parle aussi de la lutte au cinéma. Donc, c'est sûr que si on parle de lutte au cinéma, bien c'est sûr qu'on va parler de Santo, le lutteur mexicain. Mais c'est pas le seul lutteur mexicain qui fait des films. En fait, ce sont plusieurs lutteurs au Mexique à avoir fait des films parce que Santo, dans l'entrevue, on parlait entre autres de Blue Demon, puis tu parlais d'un autre, toi, qui est... il y a Tini Blas, il y a Mil Mascara, qui lui est encore vivant. Puis dans les 70 avancés, il fait encore des films et des fois, il remonte aussi dans l'arène. On répertorie à peu près combien justement de films avec des lutteurs mexicains? Juste Santo, il y en a au moins une quarantaine. C'est sûr que c'est même plus. Blue Demon en a fait au moins, je dirais, une vingtaine et plus, parce qu'il a fait des films avec Santo. Dans certains films, il est avec lui contre des méchants, comme Dracula ou Frankenstein ou peu importe. Oui, il y a des crossovers. Oui, puis des fois, il est contre Santo. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je voulais en fait que tu nous parles du lutteur, parce que c'est un peu comme au Mexique, c'est un peu un super-héros. Ça a un peu la même... les lutteurs mexicains font partie du folklore. En fait, c'est leur super-héros. Aux États-Unis, les super-héros, c'est ce que tu vois dans DC Comics ou Marvel. Mais au Mexique, c'est vraiment les lutteurs mexicains. On les retrouve dans les BD, dans le cinéma. Donc, il y a un film que je voulais particulièrement vous parler parce que je l'adore. C'est Les Champions de la Justice. J'en ai même des extraits. Je dis que je l'adore parce que j'en passe des extraits à Total Crap. Donc, en fait, en gros, l'histoire, là, c'est sûr que c'est un série B, là, ou nanar, comme Isabelle dirait pour sa chronique à votre émission. Ouais. C'est ça. L'histoire, c'est un scientifique fou aidé d'une armée de nains habillés en spandex rouge avec une cape. Ils kidnappent des gens de Miss Univers, des filles qui font partie d'un concours de beauté. Ils veulent leur laver le cerveau, mais on ne sait pas pourquoi. Puis là, c'est là qu'entrent en scène les lutteurs pour aller retrouver ces filles-là. Et à un moment donné, il y a une scène où est-ce que le scientifique fou, il sort une pilule, puis ça lui permet de disparaître. C'est n'importe quoi. Là, justement, tu dis qu'il y a des nains. Est-ce que, comme au Québec, il y avait un intérêt pour la lutte avec des nains? Parce que ça, il y avait beaucoup ça au Québec. Au Mexique. Entre les matchs principaux, les luttes principaux, il y avait comme des... En fait, au Mexique, ils appellent ça les mini. OK. C'est comme une genre de catégorie. C'est pas nécessairement ceux qui ont des traits physiques de nains. C'est vraiment juste une catégorie. Donc, tu en as, oui, qui ont des traits physiques caractéristiques qu'on retrouve chez les petites personnes. Mais il y en a d'autres qui sont juste petits. Exactement. Il y en a que, ça peut être 5 et 2 et moins, mais tu as même du monde qui sont 5 pieds qui vont lutter avec les poids lourds, si on peut dire. Ils ont même une émission consacrée à la lutte de petites personnes mexicaines. Encore aujourd'hui, là? Oui. En fait, on peut en
prendre la suivre à chaque semaine sur un autre réseau de télé que celui où on passe présentement. Parce qu'on a accès à ça au Canada, sur des réseaux sur le câble multiples qui se retrouvent. Fait que ça, c'est ce qui a... Puis le film, est-ce qu'il se trouve facilement? Je dirais que Les Champions de la justice, en anglais, Champion of Justice, va se trouver sur YouTube, par exemple. Ou peut-être en espagnol, si tu es chanceux, ben, tu vas le trouver avec des sous-titres. Mais si c'est un petit wise, tu sais comment trouver des films sur Internet, il y a des chances que tu le trouves. Parce que c'est quand même un film assez connu au Mexique. Donc sinon, ben, je me suis dit, je vais amener des BD, vous parler de BD. Oui. En fait, il y a plusieurs types de BD qui parlent de lutte. Il y en a qui ont été publiés par la WWE ou la WCW qui mettent en vedette leurs personnages de lutteurs, mais je me suis dit que c'est un peu moins bon comme type de littérature. Je me suis dit, je vais amener des BD qui sont comme des biographies de lutteurs, et il y en a 2 qui sont sortis dans les 2 dernières années qui mettent en vedette André le Géant, Jean Ferré, comme on l'a connu au Québec, André the Giant. Donc, celle-ci a été publiée il y a 2 ans, a été éditée en français l'été dernier par les éditions La Pastèque. La Pastèque qu'on connaît entre autres pour les Pauls. Exactement. C'est ça. Donc, c'est une BD de Bugs Brown. Et donc, je dirais qu'elle est plus drôle, plus humoristique que celle-ci. Mais les 2 parlent de la vie d'André le Géant. Mais elle, c'est vraiment, ça s'intéresse au début dans la lutte d'André. En fait, il vient de France et il a commencé en 1963, mais nous, ici, on l'a connu seulement qu'en 1973. OK. Puis souvent, dans les livres d'histoire sur la lutte, on parle beaucoup du moment où est-ce qu'il est arrivé en Amérique du Nord, mais sa période en France et un peu partout dans le monde est assez importante. OK. Donc, c'est ça. Ça parle de ses débuts dans le domaine de la lutte. Et les deux, ça vaut la peine? C'est des bonnes BD? Surtout, je dirais que ma préférée, c'est elle, mais Closer to Heaven est quand même assez sympathique. Puis ça parle de beaucoup de choses qu'on n'entend pas normalement sur André le Géant. Closer, ça, tu le trouves à quelle édition? Ça, c'est IDW, ceux qui publient Transformers, G.I. Joe, etc., etc. Parfait. Sinon, j'ai celle-ci de Jack Teagle, un Britannique, qui s'appelle Fight, qui a fait Fight 1 et 2. Il en a fait une autre ici avec de la lutte féminine. Ça, c'est un petit peu surnaturel. Donc, c'est comme un lutteur qui ressemble à un diable, mais dans la vie de tous les jours, il est tout le temps habillé en diable. Puis, il se bat contre son ennemi juré, etc., etc. Ça, c'est plus humoristique. Puis ça ne se base pas sur de lutteurs connus. Là. C'est vraiment non, c'est des lutteurs spécifiquement inventés pour ça. En fait, c'est de la fiction. Ça aussi, c'est de la fiction. Ringside, ça fait 4 mois que c'est paru, c'est une série mensuelle, en fait, ça fait 4 mois qu'on commençait à la faire paraître sur Image Comics. Encore une fois, ça se passe dans le domaine de la lutte. Un ancien lutteur presque à la retraite, il est devenu entraîneur de lutteurs au Japon. Il revient en Amérique du Nord pour régler des problèmes personnels. Puis là, il essaie de rencontrer son ami. Il arrive dans un bar, puis il y a comme des méchants avec des guns qui dit qu'il ne devrait pas se mêler de leurs affaires. On ne sait pas trop pourquoi. Ça évolue assez lentement, l'histoire. Mais jusqu'à maintenant, je suis rendu au 4e numéro et c'est super bon. Donc, c'est une série qui est publiée actuellement en ce moment-là. Exactement, à chaque mois sur Image Comics. Parfait. Sinon, dans les dernières affaires que je peux vous parler, on va revenir au Québec et c'est un roman de Patrick Roy. Ça s'appelle L'homme qui a vu l'ours. Encore une fois, ça se passe dans le domaine de la lutte. C'est un lutteur qui est comme rendu, je pourrais dire, proche de la retraite, qui a été une super grosse vedette et engage un journaliste pour faire sa biographie qu'il va faire paraître sur une grosse maison d'édition aux États-Unis parce que c'est une super vedette. Le gars, il est originaire du Québec, mais il vit maintenant aux États-Unis. Mais là, encore là, c'est un personnage fictif. Exactement. C'est pas le résultat de la biographie. Là. Non. C'est l'histoire. Hein. Quelqu'un qui veut avoir une biographie sur lui. Là. Puis l'univers, ça me fait penser un peu à l'univers dans les films des frères Coen. C'est un peu genre roman policier, film noir. Il y a un peu d'humour noir aussi, comme oui, il y a un peu d'humour noir dedans, mais... c'est ça, en fin de compte, le journaliste qui engage pour faire sa biographie
lui, il engage un assistant pour l'aider. Son assistant, il est un petit peu trop curieux, puis il se met comme à remonter dans le passé très lointain de la famille du lutteur. Il va fouiller dans des affaires qu'il veut pas, là. Exactement. Puis là, il se rend compte qu'il y a comme des liens avec la mafia agricole. Ça se passe dans le milieu de la lutte aux États-Unis ou vraiment ici? Aux États-Unis, mais okay. le gars est un lutteur originaire du Québec. Okay. Un peu comme, mettons, Dino Bravo, il était faire carrière aux États-Unis, ou Ricky Martel, etc. Okay. Parfait. Ça, c'est édité où? Ça, c'est les éditions du Cartanier, si je me souviens bien. Ça fait longtemps qu'il est sorti? Ça, c'est sorti l'été dernier. OK, parfait. Il reste une minute. Tu avais une dernière chose à nous conseiller? En fait, si vous êtes intéressé à la lutte mexicaine, eh bien, voici un livre qui parle de lutte mexicaine et qui est, je dirais, super bien pour autant les photos de lutteurs que l'histoire de la lutte mexicaine. Et une petite anecdote de même en terminant. Donc, une encyclopédie sur les lutteurs mexicains, en gros. Exactement. C'est quoi le nom de l'ouvrage? Ça s'appelle Mundo Lucha, The Bizarre and Honorable World of Wild Mexican Wrestling. Il est seulement accessible en anglais? Pour l'instant, malheureusement, oui. Okay. Puis c'est ça, aujourd'hui, j'étais en train de le lire, puis il y avait une petite anecdote que je peux conter en terminant. C'est qu'un des premiers lutteurs mexicains à porter un masque, parce qu'au Mexique, le masque est super important pour les lutteurs. Bien, son entrée vers l'arène, parce que chaque lutteur, son entrée est très importante, ça fait partie du show. Mais lui, il arrivait avec un sac rempli de chauves-souris vivantes, puis il laissait aller dans la foule. Puis lui, il s'en foutait carrément si les chauves-souris allaient mordre des gens dans la foule. Lui, ça faisait partie du show. Il perd du public là, pour ça. Au pire, s'il attrape la rage après cette fête morte. Lui, était-tu un bad guy ou un good guy? Ou c'est pas aussi important dans la lutte mexicaine que pour... C'est très important, mais malheureusement, c'était pas précisé s'il était... Parce qu'au Mexique, les méchants s'appellent les rudos. OK. Puis les lutteurs qui sont dans les bons, si on peut dire, s'appellent les technicaux. Okay. Et c'est vraiment important pour la foule, encore plus, je dirais, qu'aux États-Unis, de prendre pour les bons. Ça se définit dans leur style, j'imagine, avec les noms, technicaux. Oui, bien, rudo, on s'entend qu'ils sont comme des brutes, puis les autres sont plus techniques. Là. Parfait. Bon, mais un gros merci pour nous avoir fait ce survol de la figure du lutteur en fiction. C'est très généreux de ta part. Bien, merci de m'avoir accueilli. Donc, c'est maintenant le temps d'aller à la pause. On revient tout de suite après pour une chronique d'Isabelle Grondin, Nanar de l'au-delà. Vous êtes de retour à l'étrange programme. On reçoit maintenant Isabelle Grondin qui vient nous parler d'un nanar de l'au-delà. Alors Isabelle, bonjour. Bonjour Jason. Ça va? Ça va très bien, puis un peu nostalgique quand même parce que c'est la dernière, ça a l'air, c'est ce que tu m'as... Ben oui, c'est la dernière du moins pour la saison. On sait jamais. Pour la saison, effectivement. Faire d'autres saisons. Donc, tu viens nous parler de quoi aujourd'hui? Écoute, moi, en fait, j'arrive vraiment avec une grosse bombe et c'est parce que, justement, c'était la dernière, je voulais finir ça en beauté. Donc, je vous présente mon nanar préféré à vie qui s'appelle Le Manoir de la Terreur, un film italien réalisé par Andrea Bianchi qui a été fait en 1981 avec un casting très... éclectique. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai regardé un peu le profil de certains comédiens, à part Karen Well qui a joué dans une couple de non-exploitation, puis certains porn, des Mondo King, puis des trucs de même des années 70. Non-exploitation pour la maison, c'est comme des films qui mettent en scène des sœurs. Des religieuses, oui. Mais souvent qui sont dans des situations pas catholiques. C'est ça. Voilà. C'est des religieuses qui s'ennuient puis que des fois la foi n'est pas suffisante pour leur faire tenir le coup. Alors, j'ai pas beaucoup de temps pour parler de ce film-là puis je trouve ça vraiment rushant. Ça fait que je vais essayer de dire tout l'amour que j'ai pour ce film-là. D'abord, il faut que vous sachiez que ce film-là, c'est le seul nanar que je connais à qui je donne une note de 10 sur 10 en termes de qualité. Mais ça l'élimine pas automatiquement en tant que nanar? Non, bon? non. C'est justement le contraire. C'est que c'est un film qui a tous les éléments parfaits du nanar parfait. Alors, c'est un film qui a voulu faire peur, puis ça marche pas. Ah. C'est un film où les dialogues sont vraiment, mais vraiment, vraiment à chier. J'ai pas vu la version... je pense que je vais me faire couper parce que j'ai dit à chier, mais en tout cas, c'est ça, je dis, c'est dur de pas me... en italien, j'espère que c'est meilleur.
Les acteurs sont terribles. Et c'est un film, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un film qui a un statut vraiment de film culte chez les collectionneurs. Ouais. Donc, je me considère comme collectionneuse. Donc, je me devais d'avoir ce film-là. Les gens de ma génération vont sûrement se rappeler de cette pochette-là. Ça aussi, c'en était un film qui était tout le temps sorti. Et c'est écrit « Ne voir que si on a le cœur solide ». Dans ce cas-ci, c'était vrai. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était des effets qui étaient faits à la main. C'est un film qui date de 81. Et il y avait des moments quand même assez gore dans ce film-là. OK, Mal donc, fait, même mais si gore. c'est pas épeurant, la violence fonctionne. Oh oui, il y avait quand même des moments assez violents dans le film. Mais le film a un statut de film culte pour justement 3 raisons. D'abord, son côté très gore. Tous les clichés qu'on associe au cinéma transalpin, italien, némite, espagnol, viennent en partie de ce genre de film-là, avec des surenchères de zoom-in, de zoom-out, de freeze-frame, des jeux extrêmement exagérés. Les acteurs en mettaient des tonnes pour qu'on comprenne. On t'expliquait tout pour être sûr que tu comprennes. Bref, il y avait ça. Si je me fais la pochette, c'est quoi? C'est un film de zombies? C'est un film de zombies. D'ailleurs, il n'y a pas un zombie qui a le même look là-dedans. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très drôle. Il y a des zombies qui sont comme à moitié maquillés. Tu vois que la job n'a pas été finie. Puis il y en a, c'est la totale. Ils ont des vers de terre qui leur sortent de la tête. Mais en même temps, quand on y pense, Dawn of the Dead, Romero, il était juste peinture en bleu aussi. Hein, puis ça n'empêche pas que c'était un excellent film. J'aime pas Romero, mais ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait avoir peut-être ça n'a pas empêché le éventuellement. film d'avoir un gros succès. Beaucoup plus que le moment de la terreur. Mais ça a été un succès commercial, ce film-là. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment 2 choses de unique au monde. Il n'y a pas un film qui a ça, à part ce film-là. Dans le film, il y a un acteur qui s'appelle, c'est un Italien, son pseudonyme américain, c'est Peter Bark, qui a littéralement un fanbase à cause de ce film-là. Ce gars-là, il avait 26 ans au moment où il jouait dans le film. Et il interprète le rôle d'un petit gars de 9 ans. Qui a pas l'air d'avoir 26 ans, il a l'air d'en avoir genre 45. Fait que déjà, le gars, il a l'air d'avoir une maladie congénitale, mais il fait le rôle d'un petit gars de 9 ans. Et là, tu te dis... Bon, je me censure moi-même, là, bip, 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 bip. Il n'y a pas personne qui a flashé dans l'équipe technique que ça faisait aucun bip, bip, bip de sens. En tout cas, ils l'ont pris. Et il y a une scène culte où, justement, le petit gars, Michael, devient un zombie à la fin. Et sa mère, qui était une des survivantes, parce qu'il reste quelques survivants, ils essayent de s'en sortir, puis là, ils sont envahis par les zombies. Puis là, on va voir Michael, puis là, il est comme tout attendri, puis viens voir mon fils, puis tata. Et tu as cette fameuse scène-là, parce que les deux, ils ont comme une relation un petit peu incestueuse. Il a l'air à triper sur le body de sa mère, assez solide, le petit gars, là. Il regarde les seins tout le temps quand il regarde sa mère, là. Tu vois le genre, là. C'est un peu limite. En tout cas, tu verrais plus ça aujourd'hui, mettons. Et puis, il va littéralement lui toucher le sein, et puis il va le déshabiller, et elle va lui donner le sein, elle va l'allaiter. Et là, elle fait juste allaiter ou il... Non, il va y arracher le sein, puis là, on voit tout le styromousse. C'est une scène qui en termes d'effets spéciaux, qui est très mal faite, mais qui est quand même très efficace. Il y a du monde qui voit ça, qui font comme... Puis, mais tu sais, c'est... Ça fait mal se faire mordre de mamelon aussi. Donc, tu sais, les gens Non, c'est pas le mamelon, c'est le sein qui arrache au complet. Okay, bon. Mais c'est juste le fait qu'on ait pensé à mettre ça dans un film, bordel. Je veux dire, il faut quand même le faire. Et je tiens à préciser que le Festival Fantasia a joué ce film-là sold out à l'Impérial en 98, si ma mémoire est bonne. Il y avait un line-up de malades pour aller voir ce film-là à minuit. Donc, c'était le délire. C'est véritablement un film culte. Bon. Ah oui. Mais c'est malheureusement tout le temps. Ben oui, mais c'est bien chiant. On fera un spécial double sur il faut. la terreur. On reviendra sur ça. Ça vaut la peine. Donc, un gros merci à vous deux pour votre présence. Merci à toi, Jason. Alors, c'est ce qui met fin à notre émission. On se voit la semaine prochaine.